Amis auditeurs, bonjour. Bienvenue à Radio M. Aujourd'hui, nous recevons Ben Aouda El-Bdaï, professeur des universités, en direct de l'université du Maine, au Mans, en France. Bienvenue, Ben Aouda. Merci beaucoup pour ton invitation, cher Taïd Ben Merad. Merci à toi de l'avoir accepté. Donc, tu es professeur des universités. Tu as exercé pendant 15 ans à l'Institut des langues étrangères de l'Université d'Alger en Algérie, puis à l'Université d'Angers Absolument. en France, et tu as toutes les consécrations de l'université. Tu as toujours été une espèce de passeur. Au département d'anglais, tu étais le premier à avoir créé une passerelle avec le département de français. Il y a déjà peut-être une trentaine d'années. Hein, et là, tu continues. Absolument. Et là, tu continues à être un grand passeur entre la littérature anglaise, la littérature française et particulièrement toute la littérature africaine. Et tu es aussi un grand chroniqueur, et notamment à El-Watan. Et la dernière chronique que tu as publiée, je crois que c'était le 23 juillet, était un appel à défendre justement El-Watan du point de vue non seulement de l'entreprise, mais aussi de l'immense instrument, support culturel que c'est. Absolument. Ça me tenait à cœur de voir une telle situation et il me fallait intervenir puisque j'avais commencé sous l'invitation de Ali Bahman, donc les chroniques littéraires africaines, y compris algériennes, voilà, et de liberté, avec, j'espère que non, l'arrêt d'Al-Watan. Je pense que pour les littératures, pour la culture, en tout cas francophone et aussi amazigh et arabophone, une répercussion de ces cultures sans ces journaux me semble désastreux pour le pays. Oui. Et justement, je veux dire, à la base, donc, on s'était entendu discuter à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de l'impact ou de l'aura qu'a eu la guerre d'indépendance sur la littérature africaine. Oui, alors c'est un grand sujet, un sujet passionnant et merci de me faire intervenir sur cette question. Alors, on l'oublie souvent, mais elle est en Afrique du Nord. Et le Sahara n'est pas une frontière, mais un lien entre les deux. Et vous pouvez imaginer, bien sûr, que l'impact de la guerre d'Algérie, de la révolution algérienne, sur les autres pays africains colonisés a été immense. Alors, d'abord, il a eu un impact sur les essais politiques, par exemple d'Amilcar Cabral, de Sékou Touré, de Kwame Nkrumah au Ghana, y compris de Senghor. Et donc, tous ces essais politiques, sociologiques, ont été écrits avec en arrière-plan ce qui se passait en Algérie durant disons, la guerre de révolution ou la guerre d'Algérie, comme on peut l'appeler aussi. Alors, c'est que en Afrique, il y a deux pays qui ont eu une colonisation de peuplement. Alors, en l'occurrence, l'Afrique du Sud, l'Algérie, de manière indirecte, mais quand même, le Kenya. Et donc, l'histoire de ces trois pays est identique par rapport aux autres pays où il y a eu une colonisation de comptoir
ou alors des protectorats, ce qui n'est pas exactement la même chose en Algérie ou en Afrique du Sud. Et donc, l'histoire de l'Algérie et de l'Afrique du Sud est très liée, ainsi que celle du Kenya. Comment ça se transmet? Ça s'est répercuté à travers des écrivains comme le Kenyan Ngugi wa Thiong'o. D'ailleurs, j'ai un ouvrage publié à l'OCLU sur une étude comparative entre Rachid Boudjedra et Ngugi wa Thiong'o, où j'ai consacré une bonne partie de l'ouvrage sur justement cette question de la réaction viscérale, politique, idéologique des Kenyans, des Algériens par rapport à la colonisation de peuplement. Alors, même si, alors en Afrique du Sud, il y a eu l'apartheid qui était très très dur pour les Noirs sud-africains, mais Nelson Mandela n'a pas manqué de rappeler l'importance de la révolution algérienne sur ses actions à lui, sur ses actions personnelles. D'ailleurs, il a dit dans ses mémoires que l'Algérie, grâce à l'Algérie, il est devenu un homme. Alors, il y a aussi l'influence sur Winnie Mandela, qui avait pour modèle Jamila Bouhired. Et ça, c'est très, très important dans l'histoire de l'Afrique. Parce que ces histoires-là, ces deux histoires, celle des révolutionnaires sud-africains noirs et celle des Algériens, ont eu des répercussions sur le reste de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou l'Afrique centrale, et y compris le Mozambique, ce qui est le Zimbabwe, etc. Donc, vous voyez que l'Algérie a eu un très gros impact sur ces questions, répercutées, bien entendu, et comme tu le sais, Saïd, vu la matière que tu enseignes, celle de l'importance de Frantz Fanon, sur les écrits des romanciers africains, sur les idéologies, les livres idéologiques ou des essais politiques écrits par les Africains, à l'instar de Achille Mbembe, par exemple, ou de Felwine Sarr, que tu as reçu dernièrement et que j'ai eu le plaisir d'écouter dans ton émission. Alors, et donc Frantz Fanon, pendant la révolution algérienne, en 1958, il s'est rendu à Accra et donc il a beaucoup parlé de l'Algérie. Et ça a marqué les esprits. Ses travaux, par exemple, l'an 5 de la révolution algérienne, a eu un impact important. Les damnés de la terre, bien entendu. Et je ne connais pas un romancier africain de l'Ouest, du Mali, du Sénégal, de Mauritanie, de Côte d'Ivoire, du Bénin, qui ne se réfère pas justement à la révolution algérienne en rapport avec ce qu'a... Et ça, c'est très très important. Voilà, donc sur, disons, un point de vue général, cet impact est là. Justement, Ben Aouda, on avait l'impression que le lien s'était un peu distendu, du moins même du point de vue théorique. Je veux dire, une fois que le soleil des indépendances est plus ou moins voilé, une fois que l'élan révolutionnaire a été plus ou moins freiné, on a l'impression que ces dernières années, tu as cité Achille Mbembe, tu as cité Felwine Sarr, il y a comme un redémarrage de cette réflexion et qui est, je crois, et je parle sous ton contrôle, porté par tout ce qui est études post-coloniales. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Oui, absolument. J'ai été invité aux ateliers de la pensée en Achille Mbembe et Felwine Sarr,
Et j'ai été là justement pour parler du lien entre l'Afrique subsaharienne et l'Afrique du Nord. Et j'avais démontré que le Sahara, et grâce à l'Algérie, avec la route transsaharienne, avec tous les échanges avec le Mali, la Mauritanie, le Niger, que l'Algérie est présente, en tout cas des autres pays d'Afrique du Nord aussi, mais l'Algérie a une place spéciale par rapport à son histoire. Et ça, c'est important de le souligner. Alors, dans les études postcoloniales, force est de constater que beaucoup d'écrivains subsahariens euh, parlent de l'Algérie et ont même des romans qui se déroulent en Algérie, à l'instar de qui a écrit Bled, par exemple, et Bled se déroule totalement dans l'Algérie de la post-indépendance, et qui est un roman absolument fabuleux, où l'Algérie est à l'honneur finalement. Euh, on retrouve aussi l'Algérie chez les romanciers post-coloniaux, comme par exemple chez Aïké Arma, voilà, où la dernière partie de son roman Why are we so blessed? Pourquoi sommes-nous si bénis? Voilà, c'est une traduction du titre du roman. Et donc, dans ce roman, la dernière partie se déroule justement en Algérie, au Sahara. Et il y a tout dernièrement un jeune Guinéen qui s'appelle Mambi Magasuba, qui a écrit Temps d'errance, et tout le roman se déroule aussi en Algérie. Donc c'est intéressant de voir que beaucoup d'écrivains subsahariens de l'Afrique de l'Ouest en tout cas, font en sorte que certains de leurs romans se déroulent en Algérie. Alors là, c'est l'histoire d'un étudiant algérien, d'un étudiant guinéen qui fait ses études en Algérie grâce à une bourse algérienne, mais qui décrit aussi certains faits comme un petit racisme envers lui et tout ce qu'il... Et c'est un excellent regard en dehors des écrivains algériens sur justement la société algérienne. Mais pourtant, Alors, du côté sud-africain, oui, oui, Ben Houda, oui. pardon? On t'écoute. Ah oui, alors il y a par exemple, bon, il est décédé, que Dieu est... Denis Brutus, qui a écrit les poèmes d'Alger lorsqu'il a été réfugié, exilé en Algérie. Il y a beaucoup d'écrivains sud-africains qui ont résidé en Algérie, y compris la chanteuse Myriam Makeba. Donc il y a des écrits qui sont... Là, on n'a pas le temps de citer ce qu'ils ont dit, mais c'est quand même assez intéressant. André Brie, Nadine Gordimer a cité l'Algérie et il a d'ailleurs été invité au Festival panafricain. Nadine Gordimer, dans ses essais, l'Algérie est présente lorsqu'elle parle de Nelson Mandela. Voilà. Et Sembène Ousmane, bien entendu, hein, qui est de la même génération que Kateb Yassine, qui s'est beaucoup l'Algérie et qui a même dit que la révolution algérienne l'a formée politiquement. Et c'est bien qu'on a tendance à mettre de côté l'impact de l'Algérie sur les littératures africaines. Alors, il y a un autre volet, si tu permets, Oui, oui, bien sûr. Taïd, تفضل. c'est Sarah. Donc, comme tu le sais, Frantz Fanon est d'origine martiniquaise. Il a pris la nationalité, il a combattu pour l'Algérie. Il est enterré, il a décidé, c'est son vœu d'être enterré en Algérie.
son fils est algérien, Olivier Fanon, et l'impact de Frantz Fanon sur les écrivains martiniquais est absolument... Alors comme ils sont descendants de l'Afrique, je pense qu'il est important de parler de l'impact, puisqu'on parle du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie, de l'impact de la révolution algérienne sur les Martiniquais et les Guadeloupéens, comme par exemple sur Édouard Glissant. Édouard Glissant qui était en 1962 à Alger pour fêter l'indépendance de l'Algérie. Aimé Césaire. Et dernièrement, j'ai communiqué en Martinique sur un colloque organisé par des amis martiniquais sur Raphaël Confiant. Raphaël Confiant qui a écrit un roman, Dumont des Es au Djebel, et il écrit comment, pendant la révolution algérienne, pendant la guerre d'Algérie, des Martiniquais ont été de service militaire en Algérie, et il a trois personnages, un qui prend conscience et qui fait un peu comme Frantz Fanon, qui va vers le FLN, et qui montre le désarroi des Martiniquais se retrouvant où ils avaient beaucoup plus d'affinité avec le peuple algérien dans les villages, dans les campagnes, qu'avec leurs coréligionnaires soldats français. Voilà, et ça c'est un roman qui date d'il y a 1 an, 2 ans, celui de Raphaël Confiant. Patrick Chamoiseau également, et Daniel Boukman, justement sur l'Algérie. Et mon ami Mourad Yeles a écrit sur Daniel Boukman. Et voilà, c'est démontré que l'influence de Frantz Fanon et l'influence de la lutte des Algériens contre le colonialisme français, mais le colonialisme français, donc a été très très fort chez certains Martiniquais qui, comme Daniel Boukman, ont tenté de revendiquer, disons, l'autonomie de la Martinique. Qu'est-ce que devient aujourd'hui de la Martinique? Mais aujourd'hui, oui. On a l'impression quand même que l'Afrique est moins présente qu'il y a 2 ou 3 décennies, du point de vue du cinéma, en Algérie du moins, du point de vue du cinéma, par exemple, où à l'époque, toutes les avions premières se faisaient pratiquement à la Cinémathèque d'Alger. J'ai l'impression que nous recevons moins d'écrivains africains et que j'ai même l'impression qu'à l'université, on parle moins de littérature africaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que justement le lien, cette présence africaine est moins importante qu'elle ne l'a été? Alors c'est une question passionnante, intéressante. C'est très difficile de répondre à cette question parce qu'il y a une géopolitique générale qui fait que beaucoup de critiques littéraires européens, américains, vraiment pour eux l'Afrique commence après le Sahara. Et il y a une espèce de coupure entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Alors, ce n'est pas ce que pensent les romanciers africains, africains subsahariens, j'entends. Et donc, si je donne un exemple, au mois de mars, lors du Salon du Livre international du livre d'Alger, le SILA, on m'a donné la responsabilité de gérer, d'organiser les débats autour des littératures africaines au stand Esprit Panaf. Et nous avons invité Sami Tchak, par exemple, et d'autres, Bios Diallo, et d'autres écrivains, romanciers africains subsahariens.
Si, lors de ces occasions-là, ils sont là. Mais l'université algérienne, et bien que à Blida, à Alger, et on enseigne les littératures martiniquaises, caribéennes, disons, africaines, mais ça reste dans des poches très restreintes. Et il faudrait, moi, mon souhait le plus cher, j'espère le voir avant de disparaître, c'est d'avoir une grande université africaine, par exemple l'université de Tamanrasset. On avait émis le vœu avec d'autres collègues que cette université soit une université africaine parce qu'il y a beaucoup d'Africains subsahariens, des jeunes qui viennent étudier avec des bourses algériennes dans cette université et qu'il y ait un centre d'études africaines en Algérie. Qu'il n'y en ait pas, cela me semble anormal vu les liens justement que l'on a vus sur le plan historique depuis le début de l'émission avec l'Afrique subsaharienne. Et ça, c'est mon vœu le plus cher. D'études africaines, sociologie, psychologie, littérature, et ça serait un grand apport aujourd'hui pour l'Algérie dans sa situation et dans sa géopolitique africaine. Justement, on constate qu'il y a, je veux dire, la présence africaine, elle est là. Les migrations climatiques nous montrent que nous sommes une partie de l'Afrique, mais en même temps, comme on l'a constaté, il y a une espèce de défaillance dans notre prise en charge du patrimoine de la guerre d'indépendance qui avait fait de l'Algérie une espèce de hub pour un certain nombre d'intellectuels, de révolutionnaires, africains. Et tout cela, c'est au fur et à mesure perdu. Moi, je pense qu'avec ce que tu fais, par exemple, sur ton travail pour faire connaître toute la littérature africaine, toute la littérature aussi algérienne, toute la littérature africaine, la littérature caribéenne, tout ce qui quelque part, et tu l'as dit tout à fait au début de l'émission, c'est quelque chose qui nous ressemble, c'est quelque chose sur lequel nous connaissons un certain nombre de choses, mais il est en même temps dommage qu'en fait, c'est la présence de nos intellectuels, à ton image, dans les universités françaises qui nous permettent de renouer le lien. Pourquoi faut-il forcément passer par justement l'ancienne puissance coloniale? Est-ce que c'est ça qui nous relie uniquement à nos compatriotes africains? Alors, de toute évidence, il y a cette histoire coloniale qui nous lie, effectivement, parce que nous avons la même histoire. Le colonialisme, même, comme on dit aujourd'hui, light, a fait en sorte que les Africains ont vécu les mêmes traumas et les mêmes blessures. Et ces blessures-là sont toujours présentes et elles se transmettent de génération en génération. Et donc, la guerre d'Algérie, la révolution algérienne, significatif de toute cette contestation des damnés de la terre, comme comme l'a formulé Frantz Fanon. Les années de révolte sont pures des années annonciatrices d'un nouveau monde. Alors ta question, c'est est-ce que ce nouveau monde existe dans les relations entre les Africains subsahariens et les Algériens, entre les universitaires? Il y a, me semble-t-il,
Au niveau des individus, le lien existe, je pense. De par les romanciers, de par les exemples que j'ai donnés, des jeunes Guinéens qui n'a peut-être jamais mis les pieds en Algérie et qui écrit un roman qui se déroule en Algérie. Donc on voit que dans l'imaginaire africain, l'Algérie est là. Maintenant, ce sont des décisions aussi politiques. Et ça dépend pas des universitaires, mais les universitaires, eux, travaillent dans ce sens. Et j'aimerais justement que les africanistes algériens se manifestent un peu plus dans la presse, mais voilà, la presse est mise à mal aussi un peu. Je parle de la presse francophone. Et donc, elle est importante, cette presse francophone, dans la mesure où beaucoup de pays au sud du Sahara ont choisi le français comme langue officielle. Et donc, beaucoup de leurs intellectuels ne lisent de l'Algérie que ce qui est en français. D'où l'importance de ce rapport linguistique. Et effectivement, il est là. Et comme je ne voulais pas le dire, mais je voulais encore le répéter encore une fois. Mais le français est un butin de guerre, comme a dit Katabi Yassine. Et donc, il faut l'utiliser, mais ce n'est plus un français, c'est pas le français de l'Hexagone, ce n'est pas le français de France, c'est un français qui est algérianisé, qui est guinéanisé, voilà, qui est africanisé de manière générale. Et donc, et même les idées qui sont développées, les histoires que l'on raconte dans ces romans, elles ne sont plus françaises, elles sont africaines, elles sont post-coloniales. Et donc, c'est important que le politique, en tout cas en Algérie, se mêle un peu se penche sur cette question pour donner de l'importance aux études africaines dans le cadre, encore une fois, des relations entre l'Algérie et l'Afrique subsaharienne. Je pense que les Quand politiques quand on publiques se rend évoquent à Bamako, souvent la conquête du marché africain, mais du point de vue des marchandises commerciales. Et on oublie souvent que le plus important, c'est c'est ça. cette conquête culturelle, redécouvrir justement la part de l'Algérie en Afrique et tout l'intérêt qu'on peut en tirer en tant que continent qui est justement dont la tâche, dont le vœu est justement de sortir complètement du trauma du colonialisme. Je te laisse une minute pour clore cette... Absolument. Tu as raison. L'économie, c'est bien, mais l'économie marche mieux quand les gens se comprennent et apprennent à se connaître. Et on apprend à se par les écrits, par les contes, par les proverbes. Et donc, il ne faut pas que les Africains subsahariens ignorent ce qu'écrit Maïsabé ou Malika Moqaddam ou Yasmina Khadra, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, ou Boualem Sansal, Amin Zawi. Donc c'est important que les littératures circulent. Et pour qu'elles puissent circuler, il faudrait que les maisons d'édition sont en Afrique, en Algérie, il y en a beaucoup, au Sénégal également, en Guinée, où j'étais dernièrement, il y a l'Harmattan Guinée et d'autres maisons d'édition. Donc le livre devrait circuler entre pays africains. Il faudrait qu'il y ait une volonté politique pour que les livres édités au Mali, édités à Accra, édités à Conakry ou à Dakar ou à Nouakchott, devraient être vendus à Alger, Oran, Constantine, et vice-versa. Nos éditeurs devraient pouvoir vendre leurs livres, que leurs livres soient présents dans ces capitales africaines. Donc, au-delà de l'économie,
les gens qui vont lire, eh bien, ils vont découvrir ce qu'est aujourd'hui. Et la littérature n'est pas uniquement d'écrire la société, c'est aussi dire ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que l'Afrique devrait avancer. Et je pense que tu as raison. Et d'ailleurs, ne fonctionne que mieux lorsque la culture suit. Merci beaucoup, Et, Benhadad. et ça, il faudrait qu'on en tienne compte. Merci d'avoir été patient avec nous. Merci d'être intervenu à partir du Mans. Je te remercie énormément pour ta disponibilité. Et à très bientôt, à Alger. Merci Saïd Benmerad, d'abord pour ta gentillesse, d'abord parce qu'on a ensuite parce qu'on a été longtemps collègues à l'université d'Alger, et puis au plaisir de te revoir à Alger très vite. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.